Ah, oui. Je répète. C'est mon allergie, c'est que dès que je parle de Froome, j'ai besoin d'un plus. Je dis, Froome, il n'est pas considéré. Peut-être il y a sa femme, un certain entourage. Et j'ai fait une chronique cette année dans Le Monde sur la loi Pareto qui dit que en touchant une certaine partie du problème, on arrive voilà, et j'ai parlé de ça et j'ai fait une métaphore. J'ai eu Brailsford par SMS pendant le Tour de France. Je lui dis, bah, tu sais qu'il y a très peu de gens qui croient en vous. Il dit, ouais, mais très peu, c'est déjà beaucoup. Même s'il y a que, pour lui, même s'il y a que 15% des gens qui croient en Sky, bah, c'est 15%. Voilà. Donc ils se contentent de ça. Voilà où on en est. Et puis ils prennent leur argent et voilà, ils s'en foutent de la popularité. Brailsford l'a bien compris. Je crois qu'il s'en fout. Et je crois que David a menti de manière incroyable sur plein de points. Mais je veux dire, on en est à un point où le problème, c'est que il s'en fout. Alors, je crois que Noé a été là pour assister à ça. J'ai dit, mais prends un Français. Parce que son but, normalement, il m'avait dit que son but, c'était de faire gagner un Français. Je dis, mais prends un. Moi, ça fait 2 ans que je lui dis, mais prends Latour, prends Gaudu et tout, etc. Il va pas le faire. Et voilà, c'est dommage. C'est la seule chose qui pourrait lui donner de la crédibilité et de la popularité, c'est effectivement de faire gagner un coureur français. Pourtant, c'est ce que répète Portal à longueur d'interview aussi, d'ailleurs. Comment ? C'est ce que répète Portal à longueur d'interview aussi, cette idée de prendre un Français et de le faire gagner le Tour. Oui, bah, ça leur donnerait pas mal bah, ça dépend de quel Français, mais je pense que ce serait une bonne idée, mais je pense qu'ils s'en foutent. Hein, je pense de la com. Ouais, c'est un peu de la com. Voilà, c'est un petit peu comme La République En Marche, un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses de Brailsford, justement ? Je pense qu'il ment très bien. Voilà, il ment très bien. J'ai discuté pas mal de fois avec lui. Moi, je l'estime. Hein, je suis un des seuls je pense à l'estimer par oui, rapport j'ai vu ça. C'est pour ça que je vous posais la question. Oui, par rapport à ses qualités. Je voue personne aux gémonies. Hein. Je veux dire, à partir du moment où un gros tricheur assume sa tricherie, je le préfère à un petit tricheur qui assume pas sa bien sûr. Voilà. Justement, cette personne en B, ça m'amène à un autre B, Johan Bruyneel. Oui. Je vois que tu te prends souvent la tête avec lui sur Twitter. Est-ce que vous êtes amis ? Est-ce que vous connaissez ? Non, c'est une fausse prise de tête. On discute humainement. Moi, j'ai vu il y a quelques années, après ses déboires, Johan à Londres, quand il habitait à Londres pendant une bonne journée. Hein, j'avais quand même couché à Londres. Et c'est un mec humainement qui a une fille qui explique très bien pourquoi il en est arrivé là, quoi, et de manière presque logique. Quand Brunel te dit, tu sais, moi j'étais, je crois que c'était au Tour du Limousin, un jeune néo-pro belge, et je sortais là du peloton, je n'en pouvais plus dans cette étape de au début en plus de l'étape, donc j'étais presque cuit, et je commençais à sortir du peloton et je flottais dans les voitures, et puis je vois un maillot bleu blanc rouge qui arrive à la hauteur de la voiture où j'étais, où je faisais un petit peu derrière la voiture, et qui tend la main, qui prend une seringue voilà, on lui donne une seringue, il se la fout dans le ventre, et il repart, et toute la journée, et là, moi, j'ai pu le raccrocher, donc ce maillot bleu-blanc-rouge, retourner dans le peloton, et toute la journée, ce maillot blanc-rouge qui était devant moi de se mettre une piqûre dans le ventre, il a mené le peloton pendant 100 km, et j'ai pu rester, etc. Et il explique un petit peu sa genèse, sa culture, et voilà, alors, normalement, Brunel, il doit, j'espère qu'il va faire ce livre dont il m'a parlé. Normalement, il dit tout. Voilà. Alors maintenant, il peut l'édulcorer, hein, et avec ce qui lui est arrivé, cette suspension à vie, voilà. Je pense qu'il est entouré d'avocats par rapport à ce livre-là aussi, ce qui est dommage. Moi, je serais lui, moi, je dirais les choses, parce que ça peut contribuer à la vérité. Le truc, c'est que le vélo, c'est comme dans la vie, quoi. Si on contribue pas à la vérité, à quoi ça sert ? Ce qui serait bien, c'est la vérité, quoi. C'est arrêter de prendre les gens pour des cons et dire la vérité. Voilà, et puis c'est assez simple. Justement, ça m'amène à une question. Est-ce qu'il n'y a pas des bons et des mauvais dopés ?
dans le sens où tu vois, il y a des mecs comme Brunel, comme Manolo Saiz qui vont payer un peu pour les autres et d'autres qui se pavanent à la télé en tant que consultants ou autres, alors qu'ils ont au final le même passé. Quoi. Bah, c'est même qui se dope dans son garage, comme tu disais, par -20 et qui doit juste faire son boulot, quoi. C'est vrai que c'est pas la même chose que celui qui se dope pour gagner un grand tour. Oui, c'est pas la même chose. De toute façon, pour moi, c'est triste. Si, c'est la même chose, parce que c'est extrêmement triste que tu gagnes 100 000 euros ou que tu fasses un hold-up, ce que j'appelle un hold-up, qui te permet pendant 3 ans de carrière de multiplier par 6 à 10 ton salaire, et voilà. À la fin, c'est triste. Tu sais, c'est à la fin qu'on compte, à la fin de la fois qu'on compte les bouses. Le truc, c'est un truc financier. Et bien, après, comment tu vis en trichant? Moi, c'est la question que je me pose. Comment tu peux vivre avec un tel niveau d'hypocrisie et de tricherie? Il y a des mecs avec qui je discute du milieu, il faut qu'on attende un quart d'heure pour dire arrête, ne me parle pas comme ça. Parle vrai, quoi. Et oui, d'accord. Et voilà. Donc, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça? Donc, avec leur femme, je suppose que c'est pareil. Voilà, mais comment on peut. Et je pense que les gens ont besoin. Il y a une notion qui est intéressante dans la tricherie, c'est que on dit le sport, ouais, il copie la société. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être la société qui copie le sport et des choses qui sont relativement vraies. C'est pour ça qu'on a du mal avec le sport. C'est que le sport devrait avoir une certaine exemplarité. Je veux dire, un artiste peut prendre de la coque, tout le monde s'en fout, un homme politique peut tricher. Bon, bah voilà, c'est comme ça fait partie des us et des coutumes. Mais un sportif, il ne devrait pas pouvoir, et on devrait pouvoir se retrouver dans la carrière de certains sportifs autrement qu'avec ses tatouages où il crie n'importe quoi, et voilà. Et le cyclisme pourrait être un des premiers sports où on pourrait, au niveau des gamins, pourraient se retrouver, les gens pourraient se retrouver. Et le Tour de France pourrait être la devanture, avec des mecs comme ça présentés comme étant des héros, hein, des héros qui, dans le sens noble de l'admiration, voilà, ils font ce qu'on n'est pas capable de faire, mais s'ils trichent comme on est capable de tricher, ben ça ne peut pas fonctionner, quoi. Oui, c'est effectivement, cette dernière phrase résume, je pense, assez bien les choses, parce que c'est vrai qu'a priori, la valeur, la culture de l'effort, ou même d'une certaine façon pour les équipiers aussi, du don de soi pour un autre, enfin, voilà, tout ça c'est des valeurs qui a priori devraient intéresser pas mal de nos dirigeants et leur donner envie effectivement de promouvoir une certaine phase du cyclisme. C'est pas toujours ce qu'on voit, mais même de toute façon on le voit bien avec le foot où c'est pas du tout la même chose aussi. Le sport devrait servir de boussole morale en quelque sorte. Oui. Mais c'est pas trop le cas. Bah, c'est pas du tout le cas. Et puis, voilà. Et c'est là où le vélo a pas compris et où le vélo devrait. Je veux dire, on regarde le vélo. Alors, le vélo complexe énormément, là où il devrait se mettre en valeur et être fier de lui. C'est-à-dire, il se dit, bah, le vélo, ouais, on va ressembler à la Formule 1. Il y a beaucoup de coureurs cyclistes qui rêveraient d'être des footballeurs, alors que c'est complètement le contraire. Je veux dire, ah oui, pour l'argent gagné, pour la mise en lumière, pour voilà, peut-être, mais non, quoi. Je veux dire, le cycliste doit rester comme il est, et les mecs qui sont honnêtes et bien devraient être présentés comme étant honnêtes et bien, et puis voilà, avec des valeurs simples. Voilà, donc je trouve que c'est un sport complètement formidable quand il est pratiqué simplement comme il est pratiqué par certains. Et ça devrait être mis en valeur, quoi. Un peu plus que par rapport au... Le vélo, c'est plus un business, ça ne doit pas être un business. Alors pour ASO, c'est un business incroyable, mais ça devrait être présenté autre chose qu'un business, et pas avec les formes des business qu'on présente. Alors maintenant, c'est un petit peu aseptisé, quoi, mais c'est un petit peu dommage. Il faut qu'on garde l'identité du cyclisme. On est en train de la dévier sur la dernière partie. Noé, je ne sais pas si tu voulais revenir sur quelques points sur les aspects du travail justement d'Antoine par rapport à tout ça, et des choses qu'on n'a pas encore soulevées. Plus précisément sur le travail, justement, pour rejoindre une question de Charles, peut-être plus sur le travail même spécifique, c'est-à-dire le travail du comptage de boîte, et ensuite comment, à partir de ça, tu peux déterminer qui est réellement clair et qui ne l'est pas. Est-ce que tu as une échelle, on a ta fameuse échelle qui ça va jusqu'à mutant notamment, de cycliste normal au mutant. Quels sont les critères qui permettent de dire qu'à 400 et quelques c'est bon, par exemple, et un peu plus, ça devient vraiment une performance louche. Je me rappelle notamment Froome qui avait dit à propos de
toi, que quand tu avais dit qu'il avait fait 440 watts, je crois, dans une quelle montée, il avait dit mais de toute façon c'est totalement impossible, un humain ne peut pas le faire, donc c'est totalement bidon. Oui, oui. Ben non, c'était pas bidon, c'était autour de 20. Voilà. Voilà. Il y a, par exemple, je suis maintenant bien ami avec Floyd Landis, quelqu'un que j'apprécie énormément. Un de mes 5 fils est allé faire un internship, c'est-à-dire un stage chez lui cet été, c'est assez rigolo. Et quand tu discutes avec des mecs comme ça qui te parlent très simplement, mais ça pouvait être Hamilton et tout, etc., ils t'expliquent très simplement ce que j'avais déjà remarqué chez Festina, qu'il y a des niveaux de performance qu'ils atteignent et qu'ils ont atteint simplement quand ils ont triché. Landis m'a expliqué par le menu pendant des heures comment il avait gagné son Tour de France, et il expliquait que dans sa montée là-bas au Colorado, on l'appelait l'homme aux jambes de pierre parce qu'il était censé pédaler aussi fort de la jambe droite que de la jambe gauche, et aussi fort sur une jambe que sur 2 jambes. Voilà, ça c'était la légende. Et il expliquait comment il avait poussé 550 watts pendant 10 minutes sur le col, sa référence et tout, etc. Comme la Madone peut être une référence. Voilà, donc il y a des références et il y a des niveaux de performance qui ne peuvent pas être atteints par certains individus qui n'ont pas l'habitude de les atteindre. Voilà. Et surtout, voilà, qui passent du tout au tout. Voilà. Et ben voilà. Alors, comment c'est Frédéric Portolo, que j'ai rencontré aussi au début des années 2000, avait commencé ce travail. Il fait un travail assez extraordinaire sur ses watts, de mesure, d'autres. Voilà. On a passé des années, je ne sais pas si vous vous rappelez, à remettre en question ces calculs de Frédéric Portolo et ses calculs de watts. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et maintenant, personne ne dit, bah non, ils sont faux. Tout le monde dit, bah ce sont les vrais, parce qu'il y en a plein d'autres qui s'y sont mis. Donc voilà, donc à partir de là, on a les vrais calculs, on a les vrais watts aussi. Et c'est dingue, parce que Fred, par exemple, là, puisqu'on a des vraies courbes liquées, voilà, donc on est à quelques watts près au niveau indirect. Donc on est même, je pense, les calculs de Fred Portolo sont même plus fiables que les SRM s'ils sont mal paramétrés, quoi. Ça, on le sait. Donc voilà, donc ça mesure la performance. Et dans certaines configurations, alors ça peut être, nous on a essayé de simplifier en disant 5 heures, une étape de 3 cols, le dernier col de plus de 20 minutes à partir de... Bon, c'est plus fin que ça, on le sait très bien que c'est plus fin que ça. Et puis le rôle du vent, par exemple, qui n'est pas toujours évoqué dans les calculs, alors qu'on sait que normalement, ça voilà. est pris en compte. Oui, non, mais ça c'est comme le rôle du vent, remettre en question les calculs en disant bah ils tiennent pas compte du vent, ce qui est faux. C'est comme dire que les gilets jaunes sont des gens qui sont tous extrême droite, quoi. C'est exactement la même chose. Voilà, si la comparaison vous convient. Voilà, et donc bah, à partir de là, maintenant il y a un faisceau, puis on a un profil, on a vous pourriez voir la base de données, un profil de puissance de tous les coureurs depuis qu'ils sont tout jeunes. Par exemple, ce qu'on sait, et ce qu'on peut vous dire, c'est que David Gaudu, hein, peut-être avec les contre-la-montre, etc., mais plus fort que Pinot au même âge. Donc David Gaudu va faire une carrière qu'on peut dire monstrueuse. Normalement, David Gaudu, c'est la star de demain. Voilà, il gagne depuis qu'il est cadet. Et voilà, et David Gaudu, je pense, pour ce que je sais, par rapport à sa famille, par rapport à plein de choses, David Gaudu n'a jamais triché et fait partie des gens qui ne tricheront pas. Et il est là. Voilà. Donc on a des gamins comme ça qui arrivent avec des VO2, effectivement, de plus de 90, qui est faramineux, voilà, qui explique David que quand il était minime ou poussin, moi il m'a expliqué que, parce que je travaille aussi pour le cycle, j'ai fait un article pour le cycle, bah, son père l'emmenait, il adorait la montagne, donc il allait monter des cols, et lui il faisait 1 kilomètre de col, il raccrochait la voiture du bambin Gaudu à l'arrière de la voiture, il remontait 1 kilomètre, il refaisait 1 kilomètre avec son père, etc. Donc voilà, donc ce gamin normalement, voilà, il a un profil de puissance qui lui permet d'ouvrir tous les horizons, mais il se chargerait la gueule, je pense pas qu'il marcherait peut-être mieux, peut-être plus longtemps et plus, voilà. Et voilà, donc on a des choses comme ça qu'on sait par rapport à certains profils de puissance. Puis on en a qui apparaissent, Superman Lopez par exemple, là,
Lui, bah non, quoi. C'est la deuxième fois que tu reviens dessus. Hein. Mais oui, parce que j'en parle parce que justement, on l'a un petit peu étudié. On a étudié Sosa aussi. Fred a fait des calculs par rapport à ces mecs-là, les mecs qui devraient émerger, quoi. Et voilà, donc, puis après, il y a le contexte dans lequel ils évoluent, avec qui et tout ça. Je veux dire, Vinokourov, c'est pas un passeport. Ça a une très bonne réputation, la matière. Non, il n'y a pas la réputation. Et puis, non seulement il y a la réputation, puis je veux dire, Alexandre, que j'ai vu tout petit, dans un appartement comme celui de Noé, petit, quand il habitait avec sa copine et Kiviev, qui n'était rien. Et donc, voilà, lui, il a rien raconté de sa vie, quoi. Et on sait que c'est un business, quoi. Voilà, je me rappelle de Rivori qui me dit, ouais, qui était quand même. Rivori, c'est celui qui a révélé un petit peu Vinokourov et qui disait quand je vois le cul de Vino, je dis mais non, c'est pas possible, quoi. Et donc voilà, puis à Alexandre, on sait très bien que voilà, son truc, ça repose sur c'est du business, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Et puis et de la propagande d'État. Comment? Et de la propagande d'État en même temps aussi. Oui, bah voilà, c'est une culture, mais je trouve ça sympa, moi. Ils sont très sympathiques, il a l'air sympa, vraiment. Enfin, c'est coureur en tout cas. Kivilev m'a bien expliqué ça. Donc, Kivi, moi, bon, avec Michel Gros, je pense que c'est moi qui l'ai fait passer pro. J'ai été le chercher à l'aéroport à Roissy. Je l'ai eu quand il avait gagné le Tour d'Australie, qui à l'époque n'était pas à la même date, en novembre, et je lui ai annoncé la nouvelle. Et c'était un peu un fils spirituel aussi, comme beaucoup. Moi, j'avais délié à cette époque-là, par rapport à plein de coureurs, j'ai eu des fusions d'entraîneurs entraînés absolument extraordinaires. J'ai vécu de grandes choses au niveau humain avec ces gars-là, mais qui vit donc après, quand j'ai refait Alternative, après les histoires pour essayer d'entraîner des mecs qui ne voulaient plus se doper et tout, etc. Kivi m'a dit, écoute Antoine, quand tu es chez Cofidis, il dit, non, moi je continue parce que, écoute, moi je veux gagner le Tour, quoi. Il dit, c'est très clair, quoi, voilà. Donc il a fait 4 du Tour, voilà, il aurait pu, voilà, mais pour lui c'est très clair, quoi. Il fallait que ce soit comme ça, quoi. Ça faisait partie du business, ça fait partie du boulot pour des Russes. Ma femme a été 20 fois en Russie, on reçoit souvent des Russes à la maison. Je veux dire, se doper, c'est se soigner, quoi. C'est normal, tu fais du sport de haut niveau, tu prends les produits, c'est dans la culture, c'est normal. Ce serait anormal que tu fasses pas ça, quoi. C'est comme tu es malade, tu prends un aspirine, ou tu prends une doliprane, tu fais du sport de haut niveau, faut prendre ce qui va avec, quoi. Ça fait partie de la culture. Voilà. Il y a ça, en Asie, n'en parlons même pas. Hein. Tout est en duty free. Donc voilà, il y a tout. Mais le vélo pourrait, nanti de tout ce qu'il sait et connaissant les performances et en ciblant bien les coureurs, parce que globalement, il y a 1000 coureurs à cibler. Ça fait beaucoup. Mais globalement, je pense qu'on peut, en bousculant un petit peu les choses, en interdisant les corticos, le tramadol et d'autres petits produits, en allant un peu plus vite, je pense qu'on pourrait très vite empêcher les coureurs de se doper vraiment comme ils veulent et de tricher. Et tu parlais de Godu, je voulais évoquer avec toi un autre gamin qui est archi talentueux, je pense que tu vois de qui je veux parler, Remco Evenepoel, t'en penses quoi? T'en as entendu parler J'en ai entendu parler, j'en ai parlé avec Brunel qui m'en a parlé, j'ai dit, parce que moi j'étais un petit peu comme tout le monde, j'ai dit mais qui c'est ce mec qui a été révélé un petit peu au championnat du monde, quoi, hein, c'est ça? Et oui, avant, on pouvait, mais je ne connaissais pas vraiment, et j'ai demandé à Brunel dit ouais, c'est un peu de la famille à Brunel, enfin il connaît l'oncle, comme en Belgique, tout le monde se connaît, voilà, il dit ouais, donc il vient du foot, il a fait un semi-marathon, il m'a donné son temps sur semi-marathon, voilà, talent brut et tout, etc. Bon, écoute, oui, je l'espère, il faut voir, il vient d'où il vient, c'est-à-dire il n'a pas une culture de cycliste, hein. Voilà, maintenant, moi j'aimerais bien, si tant est que je puisse, avoir un plateau de médecine du sport où je peux analyser les performances et les capacités. Il y a des outils comme les Cybex, ce serait très bien, ça aussi, d'ajouter ça au suivi biologique. On pourrait savoir pas mal de choses sur... C'est quoi le Cybex, Antoine, pour ceux qui voudraient... C'est un appareil qui mesure
la puissance musculaire de manière un peu différente, c'est un appareil de rééducation. Donc elle est qui mesure, et on voit très bien le dopage, et puis on voit très bien les capacités, par exemple à 20 ans, un geste, s'il est fait parfaitement, on voit au niveau de la force pure sur le vaste interne combien il peut développer. Et si 1 an après, en force pure, il développe beaucoup plus, on dit c'est pas possible, c'est pas la croissance. Donc pour les footballeurs, ça marche très bien, et on sait qui prend des anabolisants ou qui n'en prend pas. Et ça permet aussi, puisque c'est un appareil, aussi de musculation, qui, le Cybex par exemple, muscle un individu au niveau de séances courtes. Une séance de muscu sur Cybex correspond à 5 ou 6 séances de muscu, je veux dire, avec des haltères et des poids, etc. Donc la Cybex, c'est un outil assez extraordinaire, de rééducation au départ. Voilà. Donc il y a des outils comme ça qu'on pourrait utiliser, mais de toute façon, même au niveau sanguin, au niveau des cheveux, si on veut savoir, si on voulait vraiment savoir, on saurait pratiquement tout. Hein. Mais est-ce qu'on veut savoir aussi? Non, le problème des politiques, évidemment qu'on ne veut pas savoir. Si on voulait savoir, on saurait pour Puerto. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir parce que tout le monde se tient par les couilles, quoi. C'est un petit peu le truc, quoi. C'est les gens qui se tiennent par les couilles. Il faudrait qu'il y ait des gens qui arrêtent de se faire tenir par les couilles. Et j'espère que David Appartient ne va pas se faire tenir par les couilles et ne va pas faire de conneries pour pas qu'il soit tenu par les couilles et qu'il va être droit dans ses bottes, qu'il va tenir sa route de manière politicienne, certes, mais sans volonté de carrière, d'enrichissement personnel, etc. Et qui ne va pas faire de bêtises pour ne pas être tenu par les couilles. Il y a des gens comme ça, voilà. S'ils sont aux bons endroits, peut-être qu'ils pourront agir avec d'autres et avec quelques managers, pourquoi pas. Hein. Mais il n'y en a encore pas beaucoup pour faire en sorte que les tricheurs ne l'emportent pas par rapport à ceux qui ne trichent pas, quoi. C'est peut-être possible. C'est possible, mais la team Omerta est très active sur les réseaux sociaux, donc c'est pas toujours gagné. Ah, je sais pas, je regarde pas. Entendre raison. Oui. C'est vrai qu'on voit souvent des gens, comme c'est quand même finalement un tout petit milieu. Moi, je me souviens, je sais pas si tu avais l'occasion de voir ça, Antoine, mais Bruno Cornier t'avait directement pris à partie suite à un de tes tweets en disant en gros que cracher dans la soupe, ça va bien 5 minutes. Oui, mais ça, c'est des arguments, mais je m'en fous. Oui. Il conduit ses avions, tout va bien, il n'a aucune influence. Qu'est-ce qu'il a fait pour le vélo? Lui, pas grand-chose, à part pédaler. Donc moi, j'estime qu'au travers de toute ma carrière d'entraîneur, aussi bien avant Festina, pendant Festina, et où j'ai créé énormément de choses, et après Festina, voilà, j'ai plus contribué je veux dire, aux valeurs du vélo et au vélo qu'en en ayant porté une fois un maillot et ayant gagné 2 courses de vélo. Alors lui, il peut dire ce qu'il veut et tout. Moi, je sais que ce que je fais, moi, j'en suis assez fier. En tout cas, je pense que c'est utile. Je pense que c'est très utile. Il n'est guère que ceux que je n'ai pas rencontrés, avec qui je n'ai pas échangé, qui m'en veuillent énormément, quoi. Mais à partir du moment où je rencontre les gens, ça se passe toujours bien. Corniller, je suis sûr que je peux le voir et que ça peut très bien se passer et puis qu'il peut comprendre ça et être d'accord avec moi au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est juste des gens un petit peu comme mon père qui m'en voulaient parce que oui, au départ c'était vous tuer le vélo et voilà. Et c'est vrai que des gens comme moi qui parlent de manière qui paraît négative du vélo, moi, ça peut froisser et puis dire merde, ça bousille la fête, ça peut bousiller. Oui, mais les gens comme Cornier, ils ont loupé un épisode. Enfin, les gens qui bousillent le vélo, c'est les dopés, c'est pas ceux qui dénoncent le dopage. Enfin, à un moment, c'est sérieux, quoi. Enfin, ça a toujours été le truc. Moi, quand Bruno Roussel, la première chose qu'il m'avait dit par rapport au dopage, c'est le dopage, le truc, c'est il faut pas en parler. Voilà. C'est eux qui font fuir les sponsors, c'est eux qui foutent la merde, c'est pas ceux qui dénoncent ça, justement. Enfin, à un moment, faut être clair, quoi. Quand tu vois le mec comme l'ostéo d'Astana, là, qui passe son temps à faire je sais pas quoi sur l'Omerta, etc. Enfin, je vais pas donner d'autres noms parce que sinon ça va m'agacer légèrement, mais enfin, ces gens-là, c'est eux qui tuent. Il n'y a pas de... c'est évident, mais c'est souvent la haine qui l'emporte par rapport à l'amour. Moi, je pense que c'est de représenter l'amour du vélo, l'amour du sport et l'amour de certaines valeurs. Enfin, bon, ça n'existe pas, mais voilà. Et moi, j'aime profondément ce sport. Et il y a juste quelques haineux qui veulent absolument pas. Je veux dire, voilà, pour eux,
c'est inclus dans le truc. Voilà, c'est-à-dire qui triche pas. Je me rappelle j'étais très ami avec quelqu'un qui s'appelle Jean-François Quesnay, qui est toujours très impliqué dans le truc. Et on s'est fâché, lui il s'est fâché, on se parle plus depuis des années. Et je me rappelle qu'une des dernières phrases qu'il m'a dit, c'est de toute façon, le vélo, avec ou sans dopage, c'est beau. Voilà. Et c'était ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le vélo, avec ou sans dopage, c'est beau. Point final. Et voilà. Donc à partir de là, on parle pas de dopage et tout. Et c'est du vélo, c'est beau. Et si on n'en parlait pas, ce serait mieux. On est certains à penser que bah non, c'est pas beau, c'est pas forcément laid, mais c'est pas comme ça. Et qu'il y a des gens qui sont beaux, qui pourraient être des héros et des champions. Voilà. Je pense qu'on est une société, même le sport a besoin de héros. Ce serait bien qu'on ait des vrais héros. Voilà. Qui ne soient pas des gens fabriqués, merchandisés, mis en valeur de manière débile, et au bout de 6 mois, on n'en parle plus. Quoi. Voilà. Alors justement, on arrive à l'heure d'émission. J'avais une question quand même. À ton avis, Antoine, si Festina n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé? Où on en serait maintenant? Alors, si Festina n'avait pas eu lieu... Enfin, si le scandale n'avait pas éclaté. Un autre serait tombé? Ouais. Ouais, tu penses? Oh, bon, on était parti tellement loin. C'était tellement loin, 98. Jusqu'en 97, ça s'est un peu tenu, mais à partir de 97, c'était un délire. Mais moi, j'ai assisté à des choses... Pardon, c'est pourtant pas cette année-là où a été instaurée la fameuse limite de 50%. Il me semble quand même que ça a quand même un peu ralenti les temps de montée et puis aussi les problèmes physiques que pouvaient avoir les coureurs. Et, certains étaient morts quand même au début des années 90. C'était vraiment n'importe quoi à ce moment-là. C'est pas plutôt après que ça s'est un peu calmé quand même? De quoi? Après quoi? Quelle année? On va dire à partir de 97 déjà la limitation des 50% d'hématocrite, ça a pas. Mais là c'est parce qu'ils avaient peur d'être des morts. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on avait des morts à la fin. Il y a eu des trucs avec Janetti qui avait fait un produit auquel j'ai assisté, et puis ils ont eu peur des morts. C'était un truc. Ils se sont dit attends, si on limite pas à 50, il y en a qui vont mourir et on va en prendre de la tête. C'était juste un peu comme le scandale du sang contaminé, les trucs comme ça. C'est dans le sens là que je veux dire, c'était un peu moins n'importe quoi que justement que cette période-là, 98, il y avait plus de morts à ce moment-là quand même. Oui, il n'y avait plus de morts. C'était quand même du self-service. C'est quand même des mecs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'en 98, t'as quand même, et puis après, parce qu'il y en a plein qui ne pouvaient pas arrêter, t'avais quand même des mecs, moi. Je me rappelle de Lilian Le Breton qui était à 49 naturellement. Donc lui, sa carrière a été foutue, quoi. Je veux dire, il était obligé de se battre et tous les jours, il disait ils mourront pas. Et là où il y avait des mecs qui étaient naturellement à 39 d'hématocrite, bah eux, ils boostaient leur hématocrite de 10, voire 15 en faisant baisser. Bah là, eux, ça les boostait vraiment. Donc c'était vraiment du grand n'importe quoi par rapport aux valeurs et aux coureurs. Il faut voir un peu les comètes qu'on a eues à certains moments. Moi j'ai discuté à cette époque avec un directeur sportif et il me disait, il m'a dit après, souvent après, il m'a dit, moi les critères de sélection dans mon équipe, une grande équipe, il dit c'était le départ du Giro à cette époque-là, c'était tout le monde à 60. Voilà, c'était avant le truc. C'est-à-dire le critère de sélection des 14 coureurs pour faire le Giro, il fallait être à 60, à 15 jours du Giro. Donc il y a eu des trucs quand même assez énormes. Alors c'est vrai qu'après, ça a limité, voilà quoi. Mais l'équipe avait sorti donc ce dossier avec Ricard, un peu c'est un des seuls faits de gloire, je crois, de l'équipe, c'est d'avoir sorti ce truc. C'est putain, faites gaffe les mecs, il se passe des choses, parce que c'était en début de saison. C'est Montéo, je crois, le premier qui est chopé à Paris-Nice. Oui, il y a quand même des prises de conscience comme quoi c'était n'importe quoi, mais à tous les niveaux, c'était n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que quand même ces années-là, c'est aussi des années où il y avait un très nombre de mecs de l'encadrement qui étaient sous peau belge pratiquement toute la journée, tout le temps. Il y a eu une histoire de peau belge incroyable et tout. Les stubs s'y sont mis. Et ça, on est à Rennes, je me rappelle, il y a eu des procès. Le peau belge a fait au niveau des dégâts incroyables. Donc c'était une époque où les coureurs étaient des junkies et l'encadrement aussi était des junkies pour pas mal de gens. Alors on est très loin de ça maintenant, enfin très loin, on est loin de ça. Voilà.
Comme les mecs qui allaient se foutre de la poudreuse dans le nez pendant les mondiaux à Duitama. Oui, bah, ça c'était Faire encore la avant. fête. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué dans une interview. Tu disais que tu avais essayé d'alerter les journalistes, c'est bien ça, sur le dopage dans le vélo. Au final, tout le monde était complice de ce truc-là. Médias compris. Et ben, justement, on parlait de Jean-François Quesnay qui, à l'époque, en 98, a sorti un article dans Ouest France, parce qu'il travaillait à Ouest France, et où il disait tous coupables. Et Leger l'avait attaqué et tout, etc. Et je pense qu'il avait trouvé le bon titre, quoi. C'était ça, quoi. C'était tous coupables, tout le monde au courant, plus qu'au courant, mais la culpabilité, c'était de continuer après, quoi. Voilà, mais je pense qu'au niveau du dopage, il y en a plein qui sont hypocrites parce qu'ils se sentent coupables, ils se sentent pisseux par rapport à ça, et ils sentent qu'ils ne font pas ce qu'il faut par rapport à la tricherie, quoi. Et la seule façon, je pense, que le vélo aurait de s'en sortir, ce serait toujours notre idée, je pense, de vérité et réconciliation. Moi, je pense qu'il faudrait que les mecs qui sont actuellement puissent se présenter à une commission, c'est une idée, et puissent raconter leur histoire. Et on leur dise rien, qu'on entrecoupe, et si jamais ils disent à partir de là, bah bon, on a envie que ça s'arrête, il y en a qui ont envie que ça s'arrête, ok, bah écoute, on va voir si tu restes dans les clous à partir de maintenant. Et moi je pense que c'est ça. Il faut encore faire ça, il y a encore des trucs à faire par rapport à ça. Voilà, puis il y a aussi cette entité qui existe indépendante du dopage, je pense qu'ils bossent à peu près correctement, quoi. Il y a des trucs sympas pour le vélo, quoi. Alors justement, on a eu l'affaire Festina, on a eu l'affaire Puerto. Est-ce que tu penses que tu peux nous assurer que le dopage mécanique ne sera pas la prochaine grande affaire qui va éclabousser le cyclisme? Et est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus Je n'ai pas beaucoup d'éléments par rapport au dopage mécanique. J'ai juste les éléments quand j'ai l'ARA, forcément, qui est un dossier assez énorme. Et puis, j'ai des éléments par rapport à des témoignages de coureurs et de journalistes sur certains autres coureurs, voilà, notamment des Contador, des choses comme ça. Mais j'ai pas vraiment d'éléments. Moi, j'ai à Innsbruck, j'ai vu Jean-Christophe Perrault qui est chargé un petit peu du dossier. Et Jean-Christophe me dit, mais cette roue arrière, par exemple, dont on parle le temps et tout, moi je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien la voir. Et je lui ai dit, bah, moi c'est la même chose, j'aimerais bien voir cette roue arrière. Et je ne l'ai pas vu. Alors j'étais près du dossier à un moment. J'ai rencontré le couple Lemon après un Tour de France, voilà, et Varjas devait passer, il n'est pas passé, et j'ai dit, bah, essayez de me filer cette roue arrière, et moi, cette roue arrière, je vais la monter à un coureur pro, et on va lui faire, il gagnera peut-être pas la course, mais il va démontrer qu'il est capable de la gagner, alors même qu'il ne pourrait pas la gagner, et on fera des tests, on ira au Ventoux avec cette roue, et on trouvera un athlète à peu près de la même morphologie que vous, mais on reproduira ces trucs. C'est des trucs que j'ai pas eu le temps de faire, mais ça aurait été sympa. Donc le dopage mécanique, voilà. Mais ceci, le dopage mécanique a existé à des moments et ceux qui voulaient ont dû se gaver énormément. Et je pense à quelques coureurs, notamment un coureur belge et quelques coureurs belges. Il y en a qui sont gavés avec ça, j'en suis et avec le reste, hein. Et avec le reste. C'est-à-dire que l'idéal, t'imagines, tu te dopes un petit peu moins, mais tu te dopes très bien, et tu mets le moteur en plus. Alors là, il y en a qui ont dû s'amuser énormément. Tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense que maintenant, en tout cas dans le vélo pro, dans le milieu amateur, j'en mettrai pas ma main à couper. Je pense que le dopage mécanique n'existe plus, dans le sens où c'est trop risqué. Enfin, que le jeu en veut pas la chandelle, parce que c'est tellement facile de choper une route, démonter un truc, qu'au final, si tu te fais prendre par rapport au gain, enfin, je suis pas sûr que ça soit vraiment utile. Il faut savoir, c'est qu'il y a plein de coureurs, qui sont des fous, des têtes brûlées. Hein. Ça, c'est des propres. Alors maintenant, il y en a moins, mais le propre du coureur, c'est des risques. Moi, ce que je peux dire, même pour les fabricants de cycles et tout, en termes de réputation, de machin, derrière, je veux pas faire le naïf, je suis persuadé comme tu vois que ça existait, mais maintenant, je trouve que c'est trop risqué. Bah moi, ouais, mais plus ça va, plus c'est miniaturisé. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez les vélos actuels, il faut les voir, c'est extraordinaire. On a des vélos qui vont bientôt peser même pas 10 kilos, qui vont pouvoir, si on débloque un peu les trucs, pendant 1 heure, pousser énormément de watts. Et on ne pourra absolument rien voir. Donc voilà, je pense qu'il faut être très très vigilant sur cet aspect.
Et c'est tellement génial. Je sais pas si vous faites du vélo électrique, moi j'en fais, mais c'est extraordinaire. Ça pousse au cul de manière incroyable. Et les coureurs pro qui ont essayé, j'ai discuté avec certains, qui ont essayé à l'initiative de très gros fabricants de cycles, puisqu'ils ont apporté, ces très gros fabricants de cycles en Belgique, des vélos, c'est pareil. Ils ont été subjugués. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi, ils m'ont dit, bah nous, on l'a pas utilisé, mais sûrement qu'ils l'ont utilisé. Voilà. Alors à cette époque-là, voilà, sur l'époque de l'utilisation, il y avait beaucoup moins d'heures de rendement. Il fallait bien choisir les moments où tu utilises. Donc il fallait être déjà très très fort physiquement et te doper bien pour pouvoir suivre pour le dernier petit truc, quoi. Mais ça pouvait permettre quand même des choses extraordinaires. Ça c'est clair. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec la vigilance, avec le battage, avec la prévention, parce qu'il y a eu, etc., avec Jean-Christophe Perrault, on devrait s'en sortir sur les courses principales avec une surveillance satisfaisante. Ah oui, parce que chez les amateurs, ça doit être terrible, je pense. Ah, je sais pas. En tout cas, il y a des. Moi, j'ai vu des amateurs qui ont fait des postes de puissance complètement aberrantes qui pouvaient être dus qu'à l'utilisation de moteurs. Voilà, des bons amateurs élites. Donc voilà, ça c'est clair. Voilà. Après, sur l'utilisation des moteurs par rapport aux fichiers que j'ai, on est en train de regarder ça. Si on peut pas, il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire. Attendons de voir. Wait and see. Qu'est-ce que tu répondrais à un autre reproche qu'on peut parfois te faire et qui est un peu plus vicieux que celui de cracher dans la soupe? C'est à savoir, en gros, finalement, que tu as réussi à faire ton beurre grâce à ça. Bah, moi, un peu opportun. C'est pas mal ici, mais c'est largement mésestimé parce que je viens d'arriver avec mon chauffeur et je vais changer de voiture là. Effectivement, je vais faire des grandes voitures électriques. Et Noé a très bien les moyens de penser. Je veux dire, la Porsche qu'on a pris, ma deuxième Porsche, qu'on a eue grâce à mes écrits, voilà. Elle est, je pense, à la changer en route. Non, alors moi j'ai dépensé de l'argent et je dépense de l'argent, si vous voulez savoir, ces gens, je dépense de l'argent pour cette cause. Je travaille à côté de ça, je travaille, c'est-à-dire que moi je suis professeur de PS. Ah, voilà, j'ai repris mon boulot de prof de PS, ce qui me permet d'avoir un double projet, c'est pour ça que je l'avais au départ. Et à côté de ça, je fais des articles réguliers dans le cycle et je fais d'autres travails. Ma femme travaille et j'ai suffisamment pour nourrir mes enfants. Et à partir de là, j'ai une immense liberté de pouvoir parler comme je veux et justement de ne pas compter sur ce milieu et sur les courses de vélo pour gagner de l'argent. Voilà. Donc ça paye pas, quoi. Ça ne paye absolument. Parce que Max, il soulevait la question sur le ton de la blague, mais moi je trouve ça vachement important de la poser cette question-là, parce que une partie du travail de cette espèce de team omerta à ces gens qui veulent tout garder secret, c'est de décrédibiliser justement ceux qui veulent dénoncer la chose en disant ouais, tu te fais du beurre, tu fais machin, tu trolls. Ouais. Alors, il y a un vrai travail en fait en 3 tweets qui se. Il suffit juste d'imaginer ce qui se serait passé si Antoine Vaillé n'aurait pas craché dans la soupe et serait resté chez Festina. Je pense qu'au niveau, comment dire, bien-être matériel, ça aurait été bien plus simple. Alors 98, après la Vuelta, je descends, je prends un avion, j'avais encore ma carte bleue de Festina, je suis reçu à 1h du matin par l'avocat de Festina et je demande à quitter Festina avec Basson, il avait un petit peu les bouts. Parce qu'on en avait le droit, les autres avaient pensé qu'ils n'avaient pas le droit, nous on savait qu'on avait le droit, donc on quitte ProSport et on me propose à peu près 5 fois ce que je gagnais, ce qui n'était pas rien, quoi, pour rester et tout, etc. Et donc moi je refuse et je dis non, je vais faire prof et je vais faire ma petite cellule et tout ça. Donc l'argent, moi, ça peut paraître un peu aberrant, mais non, moi je cours pas après l'argent, je veux simplement gagner suffisamment pour nourrir mes enfants et vivre librement. Ce qui est bien, c'est que quand tu gagnes pas trop d'argent et que tu ne comptes pas sur la corruption pour gagner de l'argent, tu vis librement. Et c'est toujours la même chose, quoi. C'est pouvoir être libre. Et moi, je jouis d'être complètement libre et de n'appartenir à personne. C'est une grande jouissance. Et je pense, mais je pense que les gens devraient plus se libérer et être tranquille et de pas dire pas avoir peur de ses opinions. Et là où les coureurs, il y en a beaucoup
pour tout joueur, il y a toujours un petit peu une omerta. Hein. Ah oui, Et clairement. ils devraient exprimer quand même des opinions sans attendre d'être des grands coureurs. Et même quand ils sont des grands coureurs, ils ont un petit peu peur. C'est dommage que les coureurs cyclistes qui maintenant sont quand même intellectuellement plus brillants déjà que leur encadrement en général, ne commencent pas à... Ah oui, parce que ça c'est un fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a des coureurs qui parlent 2 ou 3 langues qui sont bien plus brillants que leur encadrement qu'appartient au passé. Hein. Et qui ne sait pas s'organiser. Ce serait sympa qu'ils émettent des opinions, je sais pas, sur les gilets jaunes, sur des trucs comme ça, sans avoir peur du lendemain. Mais c'est vrai que quand je me rappelle de Bouvatier, un des premiers coureurs que j'ai entraîné de manière libre, Philippe, avec qui j'avais couru, qui me dit, mais tu sais Antoine, ils bouffent tous dans la gamelle, et à partir du moment où tu bouffes dans la gamelle, bah, t'es foutu. Il me disait, ce sera insolvable. Voilà. Mais je sais qu'on a obtenu pas mal de choses. Je sais que grâce à moi, Bernard Sainz, ça s'est arrêté, entre autres. Je fais partie des gens. Voilà, donc on peut. Et pourtant, Dieu sait si on nous avait dit ce mec-là, il est indéboulonnable, ceci, etc. On a plein aussi, on est quelques-uns. Maintenant, je ne suis pas tout seul, hein, on est quelques-uns à avoir. On est très gentil parce qu'on pourrait très bien être méchant par rapport à certaines personnes qu'on laisse, je veux dire, en activité. Voilà, on sait plein de choses. Notre intérêt, c'est pas de dire, c'est qu'ils les disent eux-mêmes. Voilà. Et, Bernard, il a encore beaucoup de copains dans le milieu de toute façon. Moi, je sais pas. On le voyait encore régulièrement invité sur les courses. Encore Sur les critériums dans le sud-ouest de la France. Ouais. Oui, mais il y a... Et maintenant, je pense que ça va se... Maintenant, ça va être plus compliqué. Ouais. Il va plus devenir trop fashion, quoi. Voilà. Et comme on le disait, c'est un petit milieu et on le voit d'ailleurs aussi avec toi ou ce que nous a raconté un peu Noé sur votre week-end à Innsbruck. Finalement, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour comme ça toute la journée. Donc c'est pas non plus évident de se mettre à l'écart et de tenir un langage différent. Voilà, oui, enfin, même toi, j'imagine, c'est pas toujours facile de garder cette posture. Je sais pas comment on fait pour, comment dire, finalement, réussir à bien s'entendre avec des gens tout en dénonçant quelque chose qui est consubstantiel au milieu. Bah, moi, je reste droit dans mes bottes et tout. Quand je parle avec Boris Font, etc., j'étais avec Yona Loca, là, le manager qui avait des affaires, qui était un ami, un copain. Voilà, et je dis à David, je dis, mais pour rigoler, toi, tu manges jamais. Je me rappelle. Voilà, voilà, ce que je veux dire, c'est pas évident, mais je veux dire, avant, il y a des choses intéressantes. Les journalistes, par exemple, parlaient aux coureurs, savaient que le coureur allait mentir. Le coureur mentait, savait que le journaliste savait qu'il allait mentir. Et donc, il y a un jeu qui s'opérait comme ça. Donc, tu mens, je sais que tu mens, et je vais raconter comment tu mens, j'aurais pu l'écrire moi-même. Mais c'est pas ce que disaient les journalistes de l'époque. Enfin, en tout cas, ceux qu'on entendait sur Antenne 2 ou à l'époque, disaient que non, il était au courant de rien, que tout le monde débarquait. Oui, mais maintenant c'est pareil. Mais les journalistes, il y a énormément de bons journalistes qui sont partis complètement déçus. Hein. Maintenant, quand je vois la salle de presse de Innsbruck, ça a complètement changé par rapport à avant. Il y a beaucoup de gens, on va dire, dont c'était la vie, voilà, et très passionnés par rapport à l'histoire, par rapport à tout. J'ai un petit peu peur que le vélo devienne un produit de consommation aussi traité de manière peu glorieuse certaines fois, et c'est un petit peu dommage. Mais il y a des choses qui sont un peu, quand je vois des gens comme Noé et tout, je me dis, et puis vous et d'autres, je me dis, il y a quand même des gens qui sont passionnés de ce sport-là, et même si vous n'êtes pas très 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 nombreux. Voilà. Après, il y a la naïveté sur laquelle ça a reposé, et où ça repose encore, où il y aura peut-être encore des gens. Mais j'ai un petit peu peur quand même pour le Tour de France. Cette année, ils ont fait un parcours. L'année prochaine, ils ont fait un parcours. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Hein. Voilà. Alors, le Tour de France, c'est fini. Les gens sur le bord des routes. Le Tour de France
Cette année, je l'ai vécu, enfin, c'est c'est un peu comme la zone commerciale de Langueux qui se déplace tous les jours. Hein. Et en fait, la zone commerciale se déplace et ce n'est fait que pour la télévision. Ce qui m'a, cette année, complètement un petit peu surpris quand même, c'est que même les journalistes, tu peux suivre le Tour de France sans voir un seul coureur. Tout est à la télévision, on a des écrans partout. Donc le Tour de France est un événement comme pour la Vuelta avant, et c'est un événement télévisuel. Point final. Alors ce serait bien qu'il y ait encore des gens sur le bord des routes, mais c'est avant tout un truc pour la télé, vendu pour la télé, et les cachets sont ramenés par les mairies et par la télé, mais plus par les spectateurs. C'est plus un truc fait pour les spectateurs. On l'a vu à l'Alpe d'Huez, notamment sur le Tour de France, c'était flagrant de voir presque personne sur une montée mythique, pourtant, qui est justement réputé pour le dynamisme de ses supporters. C'était quelque chose de très flagrant cette année, notamment. Bah, au niveau populaire, il faut faire attention parce que ça perd certains trucs. Alors après, il reste des trucs au niveau du vélo. Il reste des trucs sympas. Le vrai vélo, où est-ce qu'il est? Il est au Trombre-Léon, par exemple. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même assez esselé. Quand j'ai été voir aussi, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, le Grand Prix de Moncontour en Bretagne, qui était un super Grand Prix. Et là, la revanche du championnat de Bretagne, c'est une des dernières courses qui reste et tout. Mais il y a quand même beaucoup moins de monde que naguère. Et j'ai regardé là le départ hier du cyclocross du championnat des Côtes d'Armor. Ils étaient 15 au départ, ou du Morbihan, je sais plus. Voilà, il y a plus beaucoup de monde quand même. Le vélo, faut faire attention. Je ne sais pas ce que ça va devenir et quel produit on va vendre par rapport au vélo. Alors, il y a l'internationalisation, etc. Mais le côté populaire de beaucoup de gens qui vont voir le Tour de France et qui, je pense qu'on l'a un petit peu perdu quand même, quoi. À cause du manque de crédibilité aussi. Mais peut-être que ce sera réversible. Oui. Après, c'est quand même un sport où, on l'a dit plusieurs fois, il y a une certaine forme de culture de l'ennui, on va dire, dans le fait que on attend longtemps avant que ça se décante, on va regarder aussi les paysages, etc. Que c'est peut-être un sport qui est moins dans l'air du temps, où aujourd'hui on est dans la vitesse, etc. On voit qu'ils ont tenté, Lucie, avec Vélon, changer un peu la formule, notamment avec les Hammer Series. Ça nous permet un peu comme ça, voilà, de voir comment tu vois toi aussi l'évolution du cyclisme, et puis de conclure là-dessus. C'est comment tu vois ces tentatives, comment tu vois finalement l'évolution de la chose. C'est immense, n'importe quoi. Ça n'a rien de la faute culture. Qu'est-ce que tu dis? Tout le monde s'en fout. C'est faire les trucs où tout le monde s'en fout. Il y a de la bière, et puis voilà quoi. Si le vélo perd son histoire, il est toujours relancé avec son histoire. Voilà. Alors, mais les tricheurs font partie de l'histoire du vélo. Il faudrait les réintégrer, je pense. C'est intéressant parce que je pense que les tricheurs sont des personnages super et ils devraient plus parler. Et on devrait les laisser parler, qu'ils expliquent le truc. La tricherie, hein? Ça dépend lesquels, parce que Ricardo Rico, ce qui revient, je suis pas sûr qu'il ait compris grand-chose. Oui. Il y en a plus ou moins de neurones. mais voilà, mais il faut savoir que c'est consubstantiel. Et voilà, ça fait partie toujours du paysage. Et voilà, il faut qu'il y ait des Antoine Baillet, il faut qu'il y ait des l'autre mec et tout ça. Ça fait un sport qui est quand même assez particulier, assez rigolo et voilà, c'est assez drôle, quoi. Voilà. Mais je m'intéresse. C'est un sport qu'on aime, d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais l'aspect romantique, c'est vrai que c'est pas. On l'a un petit peu perdu. Mais j'espère qu'on va le retrouver au travers de certains coureurs. Je pense que le côté romantique d'un gars, déjà, quand même. Voilà, d'un gars comme Pinot, je veux dire, ça peut faire du bien, quoi. Et l'aspect du duel avec Nibali, qui est aussi un petit peu romantique de son côté. Voilà, alors il y aura peut-être des événements qui feront que le vélo redeviendra un peu romantique et repassionnera une partie des foules qu'il a perdu. Voilà, enfin bon, je ne pense pas qu'il y aura 200 000 personnes à l'arrivée de Pouet comme avant. Ça c'est clair. Ça c'est fini. Puis c'est la télévision. Voilà, c'est fait pour la télé maintenant. Oui. D'accord. Mais non, c'est fait pour la télé, mais il faut que les gens aillent quand même sur des événements. Les courses de vélo, vivre une course de vélo, c'est quand même, c'est quand même vachement bien d'aller sur un circuit
de manger cette galette saucisse ou avec la petite canne, de faire le tour à l'inverse. Voilà, il se passe plein de choses pendant une course de vélo qui est assez rigolo, quoi. Il faut le vivre, ça. Bien, bon, je ne sais pas si Charles ou Noé, vous aviez encore une dernière question, parce que là, on a largement débordé sur le temps qu'on s'était fixé. J'allais Mais rebondir c'est sur pas les une galettes mauvaise chose, saucisses, mais on va repartir pour 1 heure, alors mieux vaut Oui, éviter. il vaut mieux arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Bon, et en tout cas, merci beaucoup Antoine pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. C'était une émission un peu fourre-tout, on est parti un peu dans tous les sens, c'était pas toujours évident, mais voilà, mais l'essentiel de ce qu'on voulait te faire dire, en tout cas à peu près, a été dit, je pense. Voilà, c'est très intéressant. J'espère que de ton côté ça t'a plu aussi. Et merci encore. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à mettre commentaires et pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos émissions thématiques jusqu'à la reprise de la saison pour le mois de janvier. Voilà, au revoir. Au revoir.